Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mardi 4 novembre 2025 et notre ami le professeur Mohammad Marandi est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer, professeur, par ce qui s'est passé dans le cas du Liban et du Hezbollah. Il semble qu'une forte pression soit exercée sur le gouvernement libanais par l'Occident. Nous avons appris qu'en coulisses, peut-être que les États arabes font de leur mieux pour désarmer le Hezbollah au Liban. Et l'autre jour, il était étonnant d'entendre que le gouvernement libanais avait décidé d'envoyer l'armée dans le sud du pays pour affronter Israël. Que se passe-t-il au Liban, selon vous? Et comment voyez-vous la position du gouvernement concernant le désarmement du Hezbollah? Le Liban est toujours un cas compliqué, et la situation actuelle ne fait pas exception. Les États-Unis et l'Arabie saoudite, entre autres, exercent des pressions sur le gouvernement libanais pour qu'il affronte la résistance, chacun à sa manière. Cela a toujours représenté un défi pour la résistance au Liban. J'ai déjà dit qu'il existe une grande différence entre la situation du Hamas à Gaza, historiquement parlant, pas nécessairement aujourd'hui, et celle du Hezbollah au Liban. Le Liban est un pays où les Américains ont profondément infiltré toutes les institutions du pouvoir, tout comme leurs mandataires et alliés, qu'il s'agisse des Européens ou des régimes régionaux du camp américain, la Turquie et le Qatar, ou encore l'Arabie saoudite et les Émirats. Tous exercent une influence au Liban. Le Liban n'est pas un très grand pays. Il y a encore quelques années, la Syrie apportait son soutien, mais peu à peu, le président Assad, afin d'obtenir une position plus favorable, a cherché à améliorer ses relations avec l'Arabie saoudite et les Émirats, tout en réduisant sa coopération avec la résistance. Cela a donc rendu la situation de plus en plus difficile pour le Hezbollah. Gaza, en revanche, a toujours été différente. Gaza est encerclée et assiégée depuis de très nombreuses années, régulièrement attaquée, et sa population affamée. Nous entendons depuis longtemps des personnes de bonne volonté dire qu'il s'agit du plus grand camp de concentration du monde, et aujourd'hui, c'est devenu le plus grand camp de la mort du monde. Cependant, le Hamas a toujours eu des alliés fidèles, et à l'intérieur de Gaza, il y a toujours eu une unité, avec le Hamas au pouvoir. Ce n'est pas le cas au Liban. Le Hezbollah est constamment confronté au problème d'être poignardé dans le dos, différents partis conspirant contre lui, des partis disposant d'énormes sommes d'argent provenant de diverses sources, que ce soit de l'Occident, du Golfe Persique ou d'ailleurs. Ainsi, la pression a toujours pesé sur le Hezbollah. Et maintenant, bien sûr, les États-Unis et le régime israélien déploient tous leurs efforts pour mettre fin à la résistance en Palestine, pour en finir avec le peuple palestinien. Et la pression exercée sur le gouvernement libanais vise à aboutir à la solution finale, détruire la résistance dans le sud et permettre aux Israéliens de se sentir très à l'aise avec toute intrusion qu'ils souhaiteraient effectuer à l'avenir. Et bien sûr, la Syrie est désormais dans le camp américain. Jolani, comme nous l'avons vu, est très proche des États-Unis. Nous avons vu sa relation chaleureuse avec Petraeus, nous l'avons vu interagir constamment avec les Américains et même permettre à des sionistes d'entrer dans le pays. C'est donc difficile pour le Hezbollah. Mais le fait que le gouvernement ait envoyé l'armée dans le sud est en partie dû à la pression de l'opinion publique, car le régime israélien bombarde le Liban quotidiennement et tue des gens. Aujourd'hui encore, ils ont tué au moins une personne, ou du moins détruit un véhicule près de Nabateh. Je ne sais pas si quelqu'un a été tué, mais d'après les images que j'ai vues, je pense qu'il y a probablement eu des morts, ou au moins un mort. Hier, ils en ont tué encore 2. Avant-hier, chaque jour, c'est 2, 3, une personne tuée par le régime. Il y a quelques jours, 4 ou 5 personnes ont été tuées.
Et c'est quelque chose que vous n'entendrez pas dans les médias occidentaux, même s'ils ont des journalistes à Beyrouth, à Tel Aviv et ailleurs. Mais ils n'en parlent pas, parce qu'ils veulent donner l'impression qu'il y a un cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Tout comme à Gaza, il n'y a pas de cessez-le-feu. En Cisjordanie, ils tuent constamment des gens. En moyenne, depuis le 7 octobre, plus d'un Palestinien est assassiné chaque jour en Cisjordanie. Ainsi, les États-Unis et les Israéliens s'efforcent activement de démanteler toute résistance au Grand Israël. Le gouvernement libanais, je pense, adopte une position paradoxale. D'un côté, après très longtemps, il déclare qu'il enverra des troupes dans le sud pour protéger la région, car il n'y a aucune justification à laisser le régime israélien continuer à frapper. Mais d'un autre côté, il subit une pression extraordinaire de la part des États-Unis, du régime israélien et de leurs alliés régionaux pour affronter la résistance. Mais le fait est que la résistance est populaire. Même s'il y a énormément d'argent dépensé au Liban contre la résistance, menée par des personnes comme Djea, qui fut l'un de ceux responsables du génocide dans les camps de Sabra et Shatila en 1982, tuant 3500 personnes en 36 à 48 heures. Malgré cela, nous avons vu lors des élections locales que la résistance a remporté une large majorité. Il est donc clair qu'elle bénéficie d'un soutien populaire. Nous avons vu récemment qu'ils ont organisé un rassemblement de jeunes dans le principal stade de Beyrouth. Environ 74 à 76 000 scouts réunis. Il ne fait aucun doute que le Hezbollah est une force très puissante, mais c'est précisément pour cette raison que le régime israélien, les États-Unis et leurs alliés régionaux veulent le démanteler. Pensez-vous que l'Occident comprenne les racines ou la puissance du Hezbollah? Je ne parle pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Le Hezbollah fait partie de la société libanaise. Une majorité de personnes au Liban, vous savez, soutiennent le Hezbollah. D'un autre côté, le gouvernement n'est pas très puissant lorsqu'il s'agit des attaques contre le Liban. Quelle est donc la réalité du Hezbollah, professeur Marandi, telle que vous la comprenez? Et alors que l'Occident tente d'imposer sa rhétorique sur le rôle du Hezbollah au Liban, comprennent-ils vraiment la réalité et la puissance que le Hezbollah détient au Liban? Je pense qu'ils le font et qu'ils ne le font pas en même temps. Les États-Unis, les élites de Washington, vivent dans leur propre bulle. Ils se parlent entre eux, et cela a toujours été le cas. J'ai souvent dit, même lorsque j'ai eu des échanges avec des personnes issues de l'establishment politique, qu'ils passent leur temps à s'écouter les uns les autres et à écouter des gens qui pensent comme eux, ce qui les empêche de comprendre la réalité. Je pense que c'est tout à fait vrai lorsqu'il s'agit de la résistance, que ce soit au Yémen, au Liban, en Irak ou ailleurs. Ils finissent souvent par croire à leur propre propagande. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui reconnaissent que les choses sont bien plus compliquées et complexes que les récits occidentaux que nous entendons sans cesse à travers les médias occidentaux et leurs groupes de réflexion. C'est donc une combinaison des deux. Mais les règles du jeu ont changé. Et les États-Unis, l'Occident, sont devenus bien plus impitoyables qu'auparavant. Autrefois, il y avait toujours une façade de droits humains, de dignité humaine, de liberté et d'égalité. Cette façade a disparu depuis le 7 octobre, je pense, et même avant, en Ukraine. Mais de plus en plus depuis le 7 octobre, ils ont simplement jeté le masque. C'est désormais une campagne brutale, offensive et meurtrière qui est menée contre la région par ces régimes. Est-ce que tu m'entends?
Je ne t'entends pas. I can't hear you. Right now, how about now, Professor? En ce moment. Et maintenant, professeur Valente. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était de mon côté? Ouais. Je ne sais pas. Vous vous êtes déconnecté, puis reconnecté. Ouais, d'accord. Okay. Let me. Alors, où est-ce que j'ai été rond? Yeah. Okay, yeah. You were talking about. Oui, d'accord. Tu parlais de... Je ne suis pas sûr que tu aies terminé ton idée du Liban, de la réalité du Hezbollah là-bas et du pouvoir qu'ils détiennent dans le pays. Je crois que tu avais conclu. Ah, d'accord. Concluded Oh, the okay. point Well, and- I'm not quite sure where. Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr d'où je me suis arrêté. Mais je disais que les élites occidentales, d'un côté, croient beaucoup à leur propre propagande parce qu'elles vivent dans leur bulle à Washington. D'un autre côté, certaines d'entre elles reconnaissent que la situation est bien plus complexe que ce que nous montrent les médias occidentaux ou les groupes de réflexion occidentaux. Mais la réalité, c'est que les règles du jeu ont changé. L'Occident ne parle plus de droits de l'homme, d'égalité, de liberté d'expression et de dignité. Cette rhétorique a disparu, surtout depuis le 7 octobre. Elle avait déjà commencé à évoluer plus rapidement avec l'Ukraine. Mais après le 7 octobre, je pense qu'ils sont devenus très impitoyables. Et la manière dont ils ont aidé les Israéliens à détruire le Liban, leur silence face au nettoyage ethnique en Cisjordanie, et bien sûr les violations du cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Chaque jour, ils assassinent des gens au Liban. On n'en entend pas parler dans les médias occidentaux. Chaque jour, ils assassinent des gens à Gaza. Et chaque jour, littéralement, ils assassinent des gens en Cisjordanie. Mais ce n'est pas quelque chose dont l'Occident ou les ambassades occidentales ou les journalistes occidentaux basés à Tel Aviv, à Beyrouth et ailleurs parlent beaucoup, parce que maintenant tout est différent. L'Occident, son modèle a changé. Même aux États-Unis, nous voyons apparaître un tout nouveau type de débat. Nous voyons, au sein du soi-disant Parti républicain, comment ils s'en prennent à Tucker Carlson en disant qu'il doit être réduit au silence. Les divisions en Occident, ce n'est plus la façade de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Tout cela a disparu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous devons donc nous attendre à davantage de brutalité de la part de l'Occident et à plus de soumission de la part de leurs clients dans la région. Après ce que nous avons vu en Égypte, à Sharm el-Sheikh, il est clair que les dirigeants qui ont participé à ce cirque en Égypte ont sacrifié le peuple palestinien pour leur propre intérêt, afin d'obtenir une sorte de concession des États-Unis pour leur propre pouvoir, leur propre parti, leurs collègues et leur régime. Ce sont des temps très sombres, mais je crois qu'en fin de compte, les principaux changements dans cette région, qui ne vont pas dans l'intérêt de l'Occident, sont d'abord que le régime israélien a été délégitimé aux yeux de la communauté internationale, oublions l'Occident, et aux yeux du public, y compris à l'intérieur même de l'Occident. Ensuite, l'axe de la résistance est de plus en plus perçu comme la seule résistance honnête face au génocide. Bien au contraire, les gens en attendent davantage de l'axe de la résistance. Je pense donc que ce changement de mentalité à travers la région et le monde entier fait des 2 dernières années une perte pour le régime israélien. Laissez-moi poser la question dans l'autre sens. Si vous voulez désarmer le Hezbollah au Liban, il faut qu'il y ait là-bas un gouvernement bien plus puissant que le Hezbollah. Est-ce le cas? Oui, mais il faut aussi garder à l'esprit que de nombreuses personnes dans les forces armées, de nombreuses personnes au sein du gouvernement, des fonctionnaires, sont favorables au Hezbollah. La majorité des Libanais votent pour la coalition dirigée par le Hezbollah. Donc s'ils décident de retourner l'armée contre le Hezbollah,
Cela va diviser l'armée. En plus de cela, les États-Unis ne veulent pas voir un gouvernement libanais fort, ni une armée libanaise forte, car ils ne veulent pas que le Liban soit capable de se défendre. La raison pour laquelle les Israéliens peuvent bombarder le Liban jour et nuit n'est pas que les forces armées libanaises n'ont jamais entendu parler de défense aérienne ou de défense contre les drones. Ils peuvent acheter de très bons systèmes de défense anti-drone auprès de la Chine. En réalité, ils n'ont pas l'autorisation des États-Unis d'acquérir de telles armes, car les États-Unis veulent que le Liban reste sans défense. Les seules armes que les États-Unis fourniront aux forces armées libanaises sont celles qui peuvent être utilisées pour tuer leur propre population et non pour répondre à l'agression israélienne. Ils doivent donc maintenir cet équilibre délicat. D'un côté, ils veulent un État libanais faible et une armée libanaise faible, mais en même temps, ils veulent qu'elle déclenche une guerre civile et massacre la résistance et ses partisans. Et cela ne fonctionnera tout simplement pas. La résistance finira assurément par l'emporter. Une chose que les Américains font cependant, c'est de coordonner les actions entre Jolani, Netanyahou, les régimes riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique, Erdogan, et bien sûr le gouvernement imposé par les États-Unis au Liban, tous travaillant à accroître la pression sur la résistance. Pour l'instant, c'est le plus loin qu'ils puissent aller. Je ne pense pas qu'ils pousseront trop loin vers une guerre civile, car ils la perdraient, mais ce n'est pas impossible. Ce que je trouve plus probable, c'est qu'Israël lance une guerre contre le Liban. C'est possible, surtout dans la situation actuelle. Mais je pense que ce dont le régime israélien aurait peur, c'est de la réaction de l'Iran, ainsi que d'une réponse de l'Irak. D'autant plus que le pouvoir de Jolani devient de plus en plus fragile. Alors, quelle est la crainte vis-à-vis de l'Iran et de l'Irak? Quelle est la base de cette crainte? Je pense que la crainte est que les Israéliens commettent un autre génocide au Liban, comme ils l'ont fait à Gaza. Bien sûr avec le soutien d'Erdogan, du Qatar, de l'Arabie saoudite, des Émirats et du régime de Jolani également. Et bien sûr avec l'indifférence ou même le soutien tacite du Premier ministre libanais et peut-être du président. Ce serait le pire des scénarios. Mais je pense que la résistance en Irak, au Yémen et bien sûr en Iran ne restera pas silencieux. Et je pense que c'est cela qui suscite la peur à Tel Aviv et à Washington. Le fait que l'Iran ne restera pas inactif s'il y a une menace sérieuse contre la résistance. C'est une situation très fluide, très complexe. Tout peut arriver. Il y a de nombreuses variables, et l'Occident dispose de nombreuses cartes, cela ne fait aucun doute. La région se trouve dans le camp américain. Ceux qui ont eu la naïveté de croire qu'Al-Qaïda et Daesh en Syrie représentaient la voix du peuple, qu'ils soutenaient, d'une manière ou d'une autre, la Palestine, ou qu'Erdogan était sincère dans son soutien au peuple palestinien, ou encore que le Qatar se souciait de la Palestine. Il est clair comme le jour que ce n'est pas le cas. Ils ont montré où ils se situent dans tout cela. Ainsi, le Hezbollah. Il ne fait aucun doute que le Hezbollah se trouve dans une situation difficile. Cependant, la population au Liban est avec lui. La région reconnaît désormais qui est la véritable résistance. Comme je l'ai dit, les masques sont tous tombés, surtout après l'Égypte. Je ne pense pas qu'une personne sensée puisse penser autrement. Et l'Iran a été très clair en affirmant, de différentes manières, qu'il ne permettra pas que la résistance au Liban soit détruite. Cela n'arrivera tout simplement pas. Que les Israéliens attaquent, que Jolani attaque, ou que le Premier ministre imposé par les États-Unis au Liban pousse à la guerre civile, les Iraniens les protégeront également.
when they talk about Israel and what Israel has Quand been ils parlent doing d'Israël to et de ce Israel, qu'Israël a fait, they say that les Israel partisans d'Israël affirment brought down qu'Israël the a government renversé le gouvernement en Syrie. Syria, Ils ont attaqué le back Liban, Lebanon, the southern la part of partie Lebanon, sud du Liban. and Et dans le cas de with the Gaza, piece of c'est en Gaza grande is partie mostly in the entre hands les of mains des Israéliens. Israelis, but Mais lorsqu'il s'agit it's so d'Israël, important professeur that the Marandi, two- nous sommes we are tellement concentrés sur ce so qui se much passe au focused Liban, on entre le what's gouvernement going on et le in Hezbollah. Lebanon, between the government Pourtant, and Hezbollah. quand il s'agit d'Israël lui-même, il ne semble pas qu'Israël soit si puissant à l'intérieur. Parce que, vous savez, un rapport est sorti de la Knesset. You know, the Knesset, the report came out from the Knesset. It shows that 78% of suicide cases in Israel. Cela montre que 78% des cas de suicide en Israël concernent des soldats et des réservistes. Et l'économie ne se porte pas très bien. Sans l'aide des États-Unis, ils ne peuvent pas soutenir leur économie. Ils ne peuvent pas, vous savez, survivre. Que pensez-vous de la situation actuelle en Israël, avec les ultra-orthodoxes qui s'opposent au gouvernement? Ils ne veulent pas participer à l'opération que le gouvernement cherche à mettre en place. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe en Israël? C'est également important. Eh bien, j'y ai fait allusion un peu plus tôt. Et Well, I alluded to this a bit earlier, and part of it is what I said that the Israeli regime has been. En partie, c'est ce que j'ai dit. Le régime israélien a été délégitimé aux yeux d'une large partie de la communauté internationale. Il est méprisé à travers le monde. Que vous alliez en Chine, j'y ai voyagé récemment, ou en Russie, que j'ai également visité, ou que vous regardiez les sondages réalisés aux États-Unis ou en Europe, le régime israélien est dans une très mauvaise posture. Et comme je l'ai mentionné, à gauche, parmi les libéraux, et même à droite, il est de plus en plus attaqué par des militants politiques et des personnalités publiques. Le sionisme chrétien est clairement en recul, et le mouvement MAGA se retourne contre le sionisme. Les élites de Washington restent fermement favorables à ce régime génocidaire, mais le peuple n'est pas du tout satisfait de ce qui se passe. The people are not at all happy with what's going on. That is a huge loss. C'est une perte énorme, non seulement parce que la situation évolue dans le monde entier, mais aussi en Occident, ce qui inquiète les sionistes quant à leur avenir. De plus, comme vous le soulignez à juste titre, la société israélienne est profondément fragmentée. Les Ashkénazes ne sont pas satisfaits. Les Juifs ashkénazes ne sont pas satisfaits. Les Juifs libéraux d'orientation occidentale ne le sont pas non plus, bien qu'ils soient tout aussi génocidaires. Mais ils ne sont pas satisfaits de voir la société israélienne de plus en plus dominée par des fanatiques sionistes religieux d'extrême droite. La fracture en Israël est immense. L'économie ne se porte pas bien. Les gens quittent le pays et les investissements ne viennent pas, sauf lorsqu'ils sont imposés par les États-Unis. Mais en général, plus personne de Chine n'investira en Palestine. Donc la situation n'est pas bonne. Et ils n'ont pas gagné à Gaza. Oui, ils ont massacré beaucoup de gens, ils ont pris du territoire, ils ont détruit les infrastructures. Mais le Hamas est toujours là. Et le Hezbollah, eux, se sont réorganisés. Ils sont très puissants. Les Israéliens tuent des gens maintenant. Mais ce qu'ils font, c'est saper leurs propres partisans au Liban, en montrant que le régime de Beyrouth se moque du peuple libanais. Chaque jour, ils assassinent des civils, et Beyrouth reste silencieuse. Cela montre essentiellement à tout le monde que le Premier ministre est un instrument, un agent, et qu'il n'a aucun problème avec le massacre de ceux qui vivent près du régime israélien. Et cela montre également le président sous un très mauvais jour. Chaque meurtre montre aussi que le régime israélien ne respecte pas les cessez-le-feu. Cela montre que l'Occident soutient ces meurtres, car il en est le garant, que ce soit à Gaza ou au Liban. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ce qui se passe en Cisjordanie maintient toute la région au bord de l'explosion. Comme je le dis souvent à des amis, l'Occident pense toujours que lorsque la situation s'améliore pour lui, les choses empirent en réalité. Le printemps arabe, ou l'éveil, a été une explosion provoquée par un petit événement.
Une personne qui s'est immolée par le feu en Tunisie à cause de ses griefs locaux. Il ne s'attendait jamais à de tels bouleversements. La situation actuelle dans le monde arabe est donc bien pire. Et le statut de l'Occident et des États-Unis a énormément décliné en raison de leur soutien au génocide et au massacre. Chaque mort, à mon avis, rend la situation plus difficile pour les alliés des États-Unis au Liban et accroît la colère, la rage et l'indignation envers le régime israélien dans son ensemble. Ils peuvent tuer quelques personnes, mais en fin de compte, cela finira par se retourner contre eux. Donald Trump, dans sa dernière interview à 60 Minutes, a déclaré que le cessez-le-feu n'était pas fragile et qu'il fonctionnait. Qu'est-ce que cela signifie en ce qui concerne les attaques? Alors qu'Israël essaie simplement de nouvelles bombes. Nous avons vu de nouvelles images provenant de Gaza. Ils utilisent de nouveaux types de bombes là-bas. C'est incroyable ce qui se passe à Gaza. Combien de temps les signataires de l'accord, ceux qui se sont rendus en Égypte, vont-ils continuer à soutenir le cessez-le-feu? Et allons-nous voir une forme d'objection ou de protestation contre ce qui se passe à Gaza parmi les pays qui ont participé au sommet en Égypte? Non, aucun de ces gouvernements ne va s'opposer à Trump. C'est tout simplement hors de question. Vous ne verrez jamais aucune de ces personnes prendre position au point de devoir se sacrifier ou faire des sacrifices pour le peuple palestinien. Cela n'arrivera pas. Tous ces gouvernements ont continué à maintenir leurs liens avec le régime israélien pendant plus de 2 ans de génocide. Ils entretiennent soit des relations politiques ouvertes, soit des relations économiques, ou les deux. Donc ne vous attendez pas à ce qu'aucun d'entre eux fasse quoi que ce soit d'extraordinaire. Trump, bien sûr, affirme aussi que les négociations et l'accord à Séoul avec les Chinois, avec le président Xi, étaient 12 sur 10. On ne peut donc pas vraiment prendre au sérieux quoi que ce soit de ce que dit Trump. Il était clair, après avoir lu les déclarations des deux camps et écouté les experts, que les Chinois avaient l'avantage. C'est évident. Même quelqu'un comme moi, avec très peu de connaissances en économie, peut comprendre, d'après ce que disent les experts, que les Chinois ont l'avantage. Pourtant, Trump appelle cela 12 sur 10. Je ne pense pas qu'il soit clair ce qui se passera à Gaza dans les jours, les semaines et les mois à venir. Mais si le régime israélien va trop loin ou continue à faire ce qu'il fait trop longtemps, il n'y aura aucun moyen pour la résistance de rester silencieuse à Gaza. Et la résistance à Gaza, comme au Liban, veut garder le soutien du public. Elle ne veut pas être perçue comme mettant les gens en danger sans raison. C'est pourquoi le Hezbollah n'a jusqu'à présent pas réagi aux morts quotidiennes. Mais ce qu'il fait, c'est démontrer que le Hezbollah avait raison, que le régime israélien ne respecte pas ses engagements et que le gouvernement libanais est incapable ou peu disposé à prendre soin de son propre peuple. Ainsi, plus cela dure, plus cela renforce l'argument du Hezbollah. Il en va de même à Gaza. Le Hamas a été poussé dans une position par Trump parce que Netanyahou avait échoué. S'il réussissait, Trump n'aurait pas présenté ce faux plan de paix approuvé par tous ces traîtres qui sont allés à Sharm el-Sheikh. Mais ce que le Hamas et ses alliés, le djihad islamique et d'autres ont fait, c'est prendre le plan de Trump et l'accepter sous certaines conditions. En faisant cela, ils ont empêché Trump de les présenter comme cherchant le conflit et la guerre. Ils ont pu se montrer comme des acteurs responsables et ne pas permettre à Trump d'utiliser la propagande et l'appareil médiatique occidental pour diaboliser le Hamas aux yeux du public. Le monde voulait que le génocide prenne fin, et le Hamas a fait le bon choix. Ils ont permis qu'il prenne fin. En ce moment,
Le Hamas veut que le peuple soit protégé. Right now, Hamas wants the people to be protected. But when the Israeli regime starts killing people on a regular basis, Mais lorsque le régime israélien commence à tuer des gens de manière régulière et poursuit son nettoyage ethnique en Cisjordanie, alors le consensus grandira parmi les Palestiniens et les personnes en dehors de la Palestine pour dire qu'il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu et que cela ne peut pas durer éternellement. Ainsi, comme je le disais auparavant, le régime israélien peut tuer des gens et assouvir sa soif de sang. Mais ce faisant, il renforce l'argument du Hezbollah, du Hamas, du Djihad islamique, d'Ansarullah et de tous ceux qui appartiennent à l'axe de la résistance. Ce qu'il fait également, c'est placer les régimes du camp américain dans la région, qui sont presque tous, à l'exception de la Turquie, des régimes familiaux autoritaires, dans une situation de plus en plus difficile, car relancer ce génocide va porter l'indignation à un nouveau niveau. Professor Marandi, the supreme leader of Iran, 2 days ago, Professeur Marandi, il y a 2 jours, le guide suprême de l'Iran a parlé de la relation entre l'Iran et les États-Unis. Il a dit que des gens lui avaient demandé si l'Iran négocierait avec les États-Unis et comment lui, en tant que guide suprême, voyait la stratégie à long terme vis-à-vis des États-Unis. Il y avait 2 points principaux dans ses propos. Le premier était que les États-Unis veulent que l'Iran se soumette. Le second concernait Israël. Israël est, vous savez, un obstacle, une barrière à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Quelle est votre opinion à ce sujet? Quels sont les principaux points de la position de l'Iran aujourd'hui? Quelle est la base principale des négociations avec les États-Unis? Eh bien, lorsque la révolution a eu lieu, il y avait en réalité 2 questions essentielles. La première concernait bien sûr le Shah, sa brutalité, sa police secrète, les milliers de personnes abattues pendant la révolution, la SAVAK torturant des gens à mort, et ainsi de suite. Il s'agissait donc de liberté à l'intérieur du pays, mais aussi d'une politique étrangère indépendante. Après la révolution, l'Iran a commencé à soutenir la résistance en Afrique australe. Il a commencé à soutenir Cuba, même si Cuba était un État communiste et anti-religieux. Cuba n'est en aucun cas comparable au Venezuela. Le Venezuela est ouvertement chrétien et possède un secteur privé, tandis que Cuba était hostile à la religion en général. Mais l'Iran l'a soutenu, bien que Cuba ait un peu changé au cours des 2 dernières décennies. L'Iran l'a soutenu parce qu'il était opprimé, parce qu'il subissait la pression des États-Unis. Cela fait partie de la politique étrangère de l'Iran que le pays doive soutenir les opprimés. C'est même inscrit dans la Constitution. Donc qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud ou de l'Amérique latine, telle était la position iranienne. Et bien sûr, la Palestine étant plus proche, constituait un élément clé de cette politique étrangère. Les Américains s'opposent à tout cela, mais s'opposent particulièrement, premièrement, à l'indépendance de l'Iran et deuxièmement, au soutien de l'Iran au peuple palestinien. Cela a été essentiel. Il a également déclaré qu'il y a 3 composantes de la politique américaine qui doivent changer. Premièrement, elle s'ingère dans les affaires intérieures de l'Iran. Deuxièmement, elle soutient le régime israélien. Et troisièmement, elle possède des bases dans toute la région. Les États-Unis n'ont pas leur place dans cette région. Ils ont tué des Iraniens en utilisant ces bases. La principale, bien sûr, est la base d'Al-Udeid au Qatar. Les États-Unis s'ingèrent dans les affaires intérieures de l'Iran depuis le premier jour, depuis avant le coup d'État de 1953, lorsqu'ils ont ramené le Shah au pouvoir et l'y ont maintenu grâce à la police secrète qu'ils ont contribué à créer. Ils ont sapé la souveraineté de l'Iran. Les forces armées iraniennes étaient essentiellement contrôlées par les États-Unis. Au lieu de construire des infrastructures, nous achetions des armes américaines, des systèmes d'armes auxquels nous n'avions même pas le droit de toucher,
comme le F-14. Mais lorsque la révolution a eu lieu, plus de 50% de la population iranienne était analphabète, malgré toutes les exportations de pétrole. Les États-Unis exploitaient l'Iran, tout comme ils le font aujourd'hui avec ces régimes arabes. Ils exploitaient l'Iran. Et cette ingérence était, vous savez, inacceptable pour l'Iran. C'est ce qui a conduit à la prise de l'ambassade américaine, car après que le Shah eut tué tous ces gens, les États-Unis lui ont offert l'asile. Et c'était un meurtrier de masse. Et les Américains l'ont laissé entrer. Les Iraniens craignaient que les Américains ne préparent un autre coup d'État, une répétition de 1953. C'est pourquoi ils ont pris le contrôle de l'ambassade des États-Unis. C'était une sorte de carte d'assurance. Ils ne voulaient pas d'un autre Maïdan, comme celui que nous avons vu en Ukraine. Imaginez qu'il n'y ait pas eu d'ambassade américaine en Ukraine en 2014. Nous n'aurions probablement pas aujourd'hui quelques millions de morts à cause de la guerre. Vous savez, je l'ai dit récemment, on dit que s'il n'y a pas de coup d'État aux États-Unis, c'est parce qu'il n'y a pas d'ambassade là-bas. Il n'y a pas d'ambassade des États-Unis là-bas. Et c'est essentiellement la vérité à propos des ambassades américaines. Elles sont une source d'instabilité. Après la Révolution, les États-Unis ont soutenu Saddam Hussein. Ils l'ont aidé à utiliser des armes chimiques grâce aux renseignements militaires. Ils ont permis à leurs alliés de fournir ces armes. Et bien sûr, ils ont soutenu des organisations terroristes, et ils continuent à le faire encore aujourd'hui. Nous les voyons actifs à la frontière pakistanaise, et nous les voyons actifs dans les zones kurdes d'Irak. C'est ce qu'ils font. Ils essaient constamment de saper le pays. Il a dit que les Américains imposaient toujours des conditions aux Iraniens, et qu'il imposait lui aussi des conditions aux Américains. Il dit non, c'est nous qui avons des conditions. Cessez d'interférer dans nos affaires intérieures. Démantelez ces bases militaires. Vous n'avez pas votre place ici. Et cessez de soutenir le génocide. Cessez de soutenir l'Holocauste. C'est une inversion de ce récit occidental, où ils exigent toujours, parlant depuis une position de pouvoir et d'autorité. Ils renversent la situation et disent non, c'est vous qui devez changer de comportement. Si vous voulez dialoguer avec nous, vous devez être complètement différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Les États-Unis essaient-ils de négocier à nouveau avec l'Iran? Je ne suis pas très optimiste. Je ne connais aucun détail, je ne pense pas que quelque chose de particulier se passe en ce moment, mais il ne fait aucun doute que les Iraniens ont été renforcés après la guerre de 12 jours. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et les Américains ne sont pas dans une situation idéale. Nous devons aussi garder à l'esprit quelque chose que j'ai oublié de dire plus tôt. Et cela vaut aussi bien pour l'Iran que pour la Palestine et pour la région en général. Non seulement le régime israélien est délégitimé aux yeux de tant de gens, non seulement il a des problèmes politiques internes, mais l'Occident est en déclin. Et le régime israélien dépend entièrement de l'Occident. Ce n'est pas une entité indépendante. Elle reçoit chaque année des milliards et des milliards de dollars de soutien de l'Europe et des États-Unis. Et à mesure que l'Occident décline, les fortunes du régime israélien déclinent également. On voit des gens en Occident se retourner contre lui. Des personnes influentes s'y opposer. Tucker Carlson, Candace Owens, même Steve Bannon à sa manière. Pour diverses raisons, ils se détournent de lui, et cela n'augure rien de bon pour le régime. Dans le cas de l'Iran, les États-Unis mènent des combats sur plusieurs fronts. Avec la Chine, une guerre commerciale, des guerres commerciales à travers le monde. Ils mènent une guerre perdue d'avance en Ukraine. Les nouvelles en provenance d'Ukraine ne sont pas bonnes pour l'Occident. Pas bonnes du tout. Les Russes réalisent enfin certains types de percées que nous n'avions encore jamais vues.
Et la division intérieure, la situation économique, tout cela n'a pas placé les États-Unis dans une position dominante. L'Iran prend note des problèmes auxquels les Américains sont confrontés. Et en raison du conflit croissant avec la Russie et la Chine, ces pays se sont rapprochés de l'Iran. De même que l'Iran s'est inquiété d'une défaite de la Russie, car cela conduirait à une expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières iraniennes. Et c'est pourquoi l'Iran a soutenu la Russie. Il en va de même pour Moscou aujourd'hui. Ils craignent que tout succès américain en Asie occidentale ne soit une mauvaise nouvelle pour eux. Il en va de même pour la Chine. Les Chinois sont de plus en plus inquiets, car ils savent que les Américains essayent de s'emparer du pétrole vénézuélien. Ils parlent aussi du pétrole nigérian. Mais l'Asie occidentale est bien sûr la source de la majorité des exportations mondiales de pétrole, et une grande partie du gaz s'y trouve également. Les Chinois savent donc que si les États-Unis et le régime israélien prenaient le contrôle de l'Asie occidentale, ce serait catastrophique pour eux. Ainsi, non seulement les États-Unis sont affaiblis, non seulement ils sont méprisés en raison de leur soutien au génocide, non seulement ils sont militairement affaiblis à cause de la guerre en Ukraine, non seulement ils sont économiquement plus faibles qu'auparavant, en raison des guerres commerciales et des mauvaises politiques menées depuis des décennies, mais les divisions internes aux États-Unis, il faut considérer tous ces éléments ensemble. Et puis, non seulement tout cela, mais on observe une convergence entre les pays des BRICS, les pays du Sud global, l'Iran, la Russie et la Chine, ce qui n'existait pas auparavant. Ainsi, l'Iran sait qu'il a une main forte à jouer, comme on dit, tandis que les États-Unis n'ont plus les atouts qu'ils avaient autrefois. On peut toujours parler de victoire. Les États-Unis peuvent dire que les négociations avec la Chine étaient 12 sur 10, et qu'à Gaza, si le Hamas ne fait pas ce qu'on lui dit, il sera anéanti. Mais la réalité est très différente de ce qu'ils veulent nous faire croire. Je pense que la réalité du Caucase et ce qui se passe en Asie centrale sont également importants. Vous avez mentionné les ambassades américaines. Il y en a une immense en Arménie. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Que peut-on faire en Arménie pour la retourner contre l'Iran, la Chine et la Russie, et d'une certaine manière déstabiliser le Caucase? Eh bien, les États-Unis veulent séparer l'Iran et la Russie. Donc ils veulent que la République d'Azerbaïdjan serve d'outil, et elle l'est dans une certaine mesure. Aliyev est un allié de Netanyahou. Il l'aide dans le génocide par le commerce, par l'exportation de pétrole bon marché et par des investissements dans l'industrie gazière en Israël, en Palestine occupée. Ainsi, s'ils parviennent à contrôler la frontière au nord de l'Iran, ils rompent le lien, ou la connexion, entre Téhéran et Moscou dans une certaine mesure, et compliquent la situation. D'un autre côté, on voit bien que les dirigeants d'Asie centrale vont bientôt rencontrer Trump à la Maison-Blanche. Et cela, bien sûr, est une tentative d'affaiblir l'Asie. Car au fond, de quoi les États-Unis ont-ils le plus peur? De la montée de l'Asie. C'est pourquoi Erdogan, le Qatar et d'autres ont formé tous ces terroristes venus d'Asie centrale, de Chine, de Russie. Parce qu'en fin de compte, l'instabilité en Asie aidera les États-Unis à maintenir leur hégémonie. Ainsi, les États-Unis renforcent des groupes terroristes, l'État islamique, Al-Qaïda et leurs affiliés, et cherchent également à détacher l'Asie centrale de ses voisins. Je ne pense pas que cette tentative, la rencontre entre Trump et les dirigeants d'Asie centrale, va réussir. Car au bout du compte, les États-Unis n'ont plus les ressources qu'ils avaient autrefois. Ces pays ont besoin de bonnes relations avec l'Iran, la Russie et la Chine. La Chine est le moteur mondial, et s'ils se mettent ces pays à dos, cela ne leur portera pas chance.
Donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de succès. Mais on peut voir ce que les Américains essayent de faire. Ils travaillent dans le Caucase. Ils travaillent en Asie centrale. Quels pays sont concernés? La Russie, l'Iran et la Chine. Vous avez mentionné que cette fois-ci, l'Iran serait prêt à faire face à toute forme de guerre. Et si Israël décidait d'attaquer à nouveau l'Iran, nous savons que l'Iran a formé un nouveau conseil, le Conseil suprême de défense, qui travaille avec ou sous le Conseil de sécurité nationale. Dans quelle mesure l'Iran est-il aujourd'hui préparé, mentalement, politiquement et militairement, par rapport à ce qu'il était avant la guerre entre l'Iran et Israël? Vous savez, comme en hiver, ou quand nous étions enfants, je n'ai pas nagé depuis des années, mais quand nous étions enfants, si vous vouliez entrer dans une piscine et qu'il faisait froid, vous mettiez un orteil, puis vous le retiriez. C'était difficile. Entrer demandait un effort. Mais une fois que vous aviez sauté, cela paraissait normal. La guerre de 12 jours a eu cet effet. Une seule fois. Et d'ailleurs, il en a été de même pour les soi-disant dispositions de rétablissement automatique dans l'accord nucléaire, le JCPOA. Parce qu'avant que les Européens n'utilisent réellement ce mécanisme, ou ne tentent de le faire, pour être plus précis, beaucoup de gens s'inquiétaient de ce qui se passerait ensuite. Et cela a créé beaucoup de turbulences sur le marché iranien. Nous en avons peut-être déjà parlé, mais une fois que tout cela s'est déroulé, cela ne s'est pas bien terminé pour les Européens. Tout d'abord, ils ont perdu leurs privilèges spéciaux pour communiquer avec Téhéran, car ils ont détruit l'accord nucléaire. Ensuite, ils n'ont plus aucune carte à jouer. Et troisièmement, le mécanisme de rétablissement automatique n'a eu aucun impact majeur sur l'économie iranienne. Plus important encore, les Russes et les Chinois ont déclaré « nous ne l'acceptons pas ». Et cela, je pense, a été dévastateur pour l'Occident. Ainsi, désormais, à Téhéran, on ne parle plus du rétablissement automatique, ni de ce qui va se passer. Personne ne se préoccupe de la façon dont ça va nous affecter. Donc l'idée même, si les Européens avaient conservé cette arme, ils auraient toujours pu inquiéter de nombreux Iraniens ordinaires. Mais après avoir abandonné cette arme, eh bien, vous savez, il n'y a plus rien dont les Iraniens doivent avoir peur, d'un point de vue économique. Il en va de même pour cette guerre de 12 jours. Avant que la guerre n'éclate réellement, les gens disaient « Que se passerait-il s'il y avait des frappes aériennes ?» Eh bien, il y a eu des frappes aériennes, il y a eu des attaques, et ils ont fait tout leur possible. Que se passerait-il si les Américains attaquaient? En fin de compte, nous avons vu les deux choses se produire. Les attaques ont eu lieu, et le pays est resté debout. Le pays a commencé à riposter. La seule différence maintenant, c'est que les gens ont connu la guerre, et que l'État et les forces armées ont vu leurs faiblesses et leurs forces et peuvent s'appuyer dessus. Alors que le régime israélien a tout donné. Ils n'ont pas de technologie cachée qu'ils n'utilisaient pas déjà, car cette attaque visait à anéantir l'Iran. Ils espéraient, eh bien, c'était insensé. Et il était évident, dès le premier jour où je donnais des interviews, qu'ils n'allaient pas réussir. C'était bouleversant pendant les premières heures, surtout à cause de toutes les personnes qu'ils ont assassinées dans un bâtiment non loin de chez moi. Je te l'ai déjà dit, ils ont tué environ 70 personnes, dont 25 ou 30 enfants, juste pour éliminer une seule personne. Et les médias occidentaux ont qualifié cela de coup de maître en matière de renseignement. Cela montre à quel point ils sont génocidaires. Mais il était clair qu'ils n'allaient pas réussir. Maintenant, du moins aux yeux de beaucoup d'entre nous, et pour les gens ordinaires, cette peur n'existe plus. Ils savent que l'Iran peut riposter. Ils savent que l'Iran dispose de capacités balistiques. Ils savent que le mécanisme de rétablissement n'était pas si important.
know that the snapback wasn't all that important. And Iran is now more invested in its Et l'Iran est désormais plus engagé dans ces nouvelles relations. Même les libéraux en Iran, même ceux qui sont traditionnellement pro-occidentaux, reconnaissent qu'il faut établir des relations avec la Russie et la Chine. Ils voient comment les Russes et les Chinois ont pris les bonnes mesures concernant le JCPOA et la clause de réactivation. Ce n'est donc pas une bonne chose pour les États-Unis. Mais ils peuvent toujours dire que, oui, l'Iran est faible, que l'Iran s'effondre, que l'Iran est bien plus faible aujourd'hui. Ces soi-disant proxys, comme ils aiment appeler les alliés de l'Iran, sont tous faibles. Oui, ils diront cela, mais ils le disent depuis presque 50 ans maintenant, et ils continueront à le dire à l'avenir. Mais je pense qu'ils devraient davantage se regarder dans le miroir et constater que les choses ne vont pas du tout bien chez eux. Et nous savons que les Iraniens observent. Les Iraniens regardent ce qui se passe avec Charlie Kirk. Ils suivent les débats qui ont lieu aux États-Unis sur le sionisme et sur le financement du génocide. Ils observent comment les États-Unis et les Européens sont en train de perdre en Ukraine. Comment les Chinois ont pris l'avantage à la table des négociations et comment les États-Unis et leurs alliés sont méprisés à cause de cela, à cause de l'Holocauste à Gaza. Les choses ne se passent pas aussi bien que l'Occident veut nous le faire croire. Professeur Marandi, nous avons eu Tulsi Gabbard, qui parlait du changement de régime et des ravages que cela avait causés auparavant. Les États-Unis l'ont fait à de nombreuses reprises. Il semble que si l'on considère Tulsi Gabbard comme faisant partie de la communauté du renseignement aux États-Unis, elle n'est pas d'accord avec Donald Trump et ses positions sur le Venezuela, l'Iran et même le Liban. On pourrait dire cela à propos du Liban, parce que, eh bien, qu'est-ce que cela signifie exactement? Vous avez mentionné Tulsi Gabbard, Tucker Carlson et Candace Owens, mais au sein de l'administration Trump, on observe ce genre de divergence. Il semble que Tulsi Gabbard soit désormais quelque peu isolée. Dans le cas d'Epstein, par exemple, Kash Patel, le directeur du FBI, n'a pas permis à son émissaire de voir ce qui se passait dans l'affaire. Et avec Charlie Kirk, comme vous l'avez mentionné, c'est la même chose. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec Tulsi Gabbard et ces personnes au sein de l'administration Trump? Cela dépend à qui vous posez la question. Je n'ai évidemment aucune information privilégiée, mais certains disent qu'elle organise discrètement une résistance de l'intérieur, tandis que d'autres affirment qu'elle a capitulé simplement pour conserver le pouvoir. Au bout du compte, elle est très anti-musulmane et irrationnelle dans son hostilité, même si elle sait très bien que ISIS et Al-Qaïda étaient des constructions occidentales, et que l'extrémisme que nous voyons dans le monde occidental est en grande partie quelque chose que l'Occident a créé ou renforcé avec ses alliés régionaux. Cela a contribué à le consolider, tout comme ce que nous voyons en Ukraine et comme ce que nous avons vu avec les rebelles Contras en Amérique latine et ailleurs. Donc, vous savez, son hostilité est bien présente. Je ne la vois pas comme étant exempte d'hostilité irrationnelle. Je ne la considère pas comme une voix complètement saine, objective et équitable. Mais elle était différente et elle s'est exprimée plus tôt, avant d'être au gouvernement, contre l'invasion. Je pense que sa déclaration ici était peut-être une forme de résistance, mais encore une fois, l'administration Trump est un pur chaos, et rien de ce qui sort de la Maison-Blanche ou de ceux qui y sont liés ne peut être pris très au sérieux. En ce moment, nous avons un accord entre les États-Unis et la Chine. Pensez-vous que les Chinois aient confiance dans le fait que les États-Unis mettront en œuvre l'accord? D'après ce que j'ai entendu des Chinois eux-mêmes, de la part d'amis, ils n'ont absolument aucune confiance. C'est uniquement une question d'attente et d'observation.
Les Russes ont-ils confiance en quoi que ce soit que Trump dise? Pas du tout. Ils devaient se rencontrer, puis finalement non. Vous savez, ils n'ont pas confiance. Donc, le fait qu'elle dise que le changement de régime là-bas est terminé, est-ce que cela signifie quoi que ce soit? Pas nécessairement. Cela pourrait simplement être sa tentative de dissuader, de rendre plus difficile une opération de changement de régime. Et cela pourrait aussi être une position cynique. Je pense qu'il est juste de dire que nous pouvons comprendre l'ayatollah Khamenei. Nous pouvons comprendre les positions prises par les dirigeants chinois, le président Xi, le président Poutine et bien d'autres. Mais la Maison-Blanche, je ne connais personne qui dise comprendre ce qui se passe dans la tête de Trump. Et c'est cela qui est important. Tout ce que dit le directeur du FBI ou Tulsi Gabbard ou tout autre haut responsable n'a en réalité pas tant d'importance, à moins que nous sachions ce qui se passe dans la tête de Trump. Nous devons donc tous être prêts au pire, en permanence. Cela devrait être la ligne de conduite générale. L'Iran devrait se préparer à la guerre, même s'il n'y en a pas. Les Russes devraient se préparer à une escalade, même s'il n'y en a pas. Les Chinois devraient se préparer à ce que les États-Unis rompent leurs promesses, même s'ils n'ont pas l'intention de le faire. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont devenus voyous, irrationnels, imprévisibles, peu fiables et si ouvertement malhonnêtes que l'ancienne hypocrisie de Washington n'a plus l'effet ni l'effet de soft power qu'elle avait autrefois. Je pense que vous avez évoqué un point très important concernant la prévisibilité des États-Unis et de l'administration Trump, Donald Trump lui-même. Vous vous souvenez de la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska? On disait que ce serait un grand événement, qu'ils allaient tout résoudre. Mais il semble que la seule chose sur laquelle ils se soient réellement mis d'accord lors de cette réunion concernait l'économie, la manière dont les deux économies pourraient être liées. En ce qui concerne l'Ukraine, il s'agissait d'un cessez-le-feu. Trump est sorti de la réunion en disant qu'il n'allait plus parler de cessez-le-feu. Puis, 2 ou 3 jours plus tard, il a changé d'avis. Il voulait un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Les gens le remarquent. Et ensuite, après cela, il a eu une conversation avec le président Poutine et ils étaient censés se rencontrer. Mais même à ce moment-là, tu sais, les choses n'ont cessé de bouger et de changer. On ne peut tout simplement pas prendre au sérieux quoi que ce soit qui vienne de Washington. Et ce n'est pas seulement vrai pour le Sud global et la majorité qui s'oppose à la politique américaine. Les pays des BRICS, ceux de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'ASEAN. C'est aussi vrai pour les alliés des États-Unis. C'est vrai pour les Japonais, pour les Coréens, qui d'un côté sont censés faire des sacrifices pour les États-Unis et de l'autre sont forcés de vider leurs poches pour Trump. Eux non plus ne peuvent pas se fier à ce que dit Trump. Et ce n'est pas bon pour les États-Unis. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Le plaisir est pour moi, Nima. Merci beaucoup. Toi.